Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Andrea Lamprese et je vous envoie cette contribution des Roms de l'Italie. Je suis vraiment heureux de participer à ce colloque virtuel droit social Covid-19. Et dans cette intervention, j'essaierai de vous parler des différents aspects du droit du travail, du droit de la sécurité sociale en Italie dans le cadre de la réglementation spécifique d'urgence qui a été mise en place par les gouvernements depuis les premiers jours de mars 2020. Je vais commencer par une petite introduction sur la situation italienne. Nous avons une situation très compliquée. C'est un désastre sanitaire, économique, social qui nous frappe au nord, au centre et au sud du pays. Depuis le 11 mars 2020, toutes les activités économiques, commerciales, industrielles sont fermées, sauf évidemment les services essentiels. Et donc, les dernières nouvelles qui démontrent une chute de la contagion du virus Covid-19 nous donnent un peu d'espoir et c'est la raison pour laquelle le gouvernement dans la conférence de presse du 10 avril, a annoncé la constitution d'un comité d'experts qui devrait gérer ce qu'on appelle la phase 2 de l'émergence sanitaire Covid-19. C'est un comité d'experts qui devrait élaborer les mesures nécessaires à reconstruire les systèmes économiques, les systèmes sociaux, sanitaires du pays et nous aurons besoin d'imaginer un système de sécurité sociale tout à fait nouveau pour faire face au chômage, au taux de chômage qui est augmenté énormément dans notre pays. Depuis le début de la crise créée par le Covid-19, le législateur italien a adopté plusieurs décrets pour faire face aux différents problèmes engendrés par la pandémie. Dans un premier temps, le gouvernement a adopté une série de décrets du président du Conseil des ministres
tout d'abord pour délimiter des zones rouges au nord du pays, donc la Lombardie et le Veneto, qui sont les régions les plus touchées depuis le début de la pandémie. Donc, un premier décret a été adopté le 1er mars pour délimiter des zones rouges au nord. Un décret du 8 mars a été adopté pour étendre ces zones de protection sur l'ensemble du territoire jusqu'au 13 avril. Et maintenant, la date des échéances de cette phase a été poussée au 4 mai. Enfin, il y a un décret de 11 mars pour durcir les restrictions avec la fermeture de toutes les activités industrielles, commerciales, des services, sauf les services essentiels. Le 14 mars, le gouvernement italien a conclu avec les partenaires sociaux un protocole de réglementation des mesures pour lutter contre la propagation du virus et pour la limiter sur les lieux de travail. Donc, il y a un décret du président du Conseil des ministres 11 mars et un protocole du 14 mars qui indique de manière détaillée certaines des obligations qui relèvent du texte unique en matière de santé et sécurité sur les lieux de travail. C'est un décret législatif du 2008, numéro 81. Donc il y a un protocole 14 mars qui regarde les salariés du secteur privé concernant notamment le contenu des informations dues aux travailleurs, les opérations obligatoires de nettoyage quotidien et de désinfection périodique des espaces de travail et des outils de travail, y compris le clavier, les ordinateurs, les écrans, les précautions d'hygiène avec la relative mise à disposition de liquides, détergents et désinfectants, les équipements de protection individuelle, donc masques, gants, à usage unique, l'organisation du travail est susceptible de garantir une distance interpersonnelle d'au moins 1 mètre. Ces mêmes dispositions mentionnent également les mesures relatives à l'organisation du travail et de la production à concorder avec les organisations syndicales au niveau d'entreprise, particulièrement propres à minimiser les risques de contagion des travailleurs et de toute la collectivité. Il s'agit, pour ce qui concerne l'organisation du travail, tout d'abord de la diminution de la productivité, y compris par la fermeture de certains établissements. Les recours de la mesure du possible au travail agile, au télétravail,
l'entrée et la sortie échelonnée des travailleurs et l'annulation de déplacements et de voyages de travail, la réduction de tout contact avec des personnes externes au lieu de travail et les recours à ce qu'on appelle en Italie Cassa Integrazione Guadagni, c'est-à-dire au chômage technique, y compris pour effectuer des opérations de désinfection. Les protocoles du 14 mars entre gouvernement et partenaires sociaux prévoient la possibilité qu'avant d'accéder au leur lieu de travail, les travailleurs soient soumis au contrôle de leur température corporelle, se traduisant par une interdiction d'entrée si elle est supérieure à 37,5 degrés. Les protocoles prévoient la légitimité d'interdiction d'entrée aux travailleurs qui, durant les 14 derniers jours, a été en contact avec des personnes testées positives au Covid-19 ou provenant de zones considérées comme étant à haut risque de contagion. Et les protocoles prévoient en outre l'obligation du travailleur qui, pendant son travail, présente des symptômes fébriles et à la toux, de les communiquer immédiatement à son employeur, qui se chargera de les signaler aux autorités sanitaires compétentes et de collaborer à l'exécution de leur éventuelle instruction. Enfin, le protocole prévoit à son point 12 que les médecins compétents signalent à l'entreprise les situations particulièrement fragiles et les pathologies actuelles ou anciennes des salariés, et l'entreprise assure leur protection dans le respect de leur vie privée. C'est une disposition du protocole qui a déjà engendré des situations compliquées sur les territoires. Il y a un cas qui j'ai regardé personnellement d'une travailleuse employée dans une maison de repos, invalide à 40% pour une maladie cardiaque, qui a été temporairement déclarée inapte à la tâche l'entreprise, dans ce cas-là une coopérative, l'a donc suspendu de son travail sans rétribution. Le protocole du 14 mars, comme on l'a dit, regarde les travailleurs du secteur privé et un protocole d'accord pour la prévention et la sécurité des salariés du secteur public en ordre à l'émergence sanitaire Covid-19 a été signé le 3 avril dernier. Pour les juristes du travail en Italie, les dispositifs les plus intéressants est les décrets-lois numéro 18 du 17 mars 2020. Les décrets Cura Italia, qui introduit plusieurs mesures pour limiter l'impact de l'émergence
épidémiologiques sur les marchés du travail. Les principales dispositions du décret concernent tout d'abord les reports des principales échéances fiscales pour les entreprises, les soutiens des secteurs les plus touchés par la crise, les déblocages des fonds pour l'augmentation de la capacité hospitalière, le recrutement de personnel médical et la fourniture d'équipements de protection individuelle. Deuxièmement, les décrets Cura Italia prévoient l'extension de la Cassa Integrazione Guadagni, donc de cette caisse de compensation salariale qui prévoit une indemnisation des travailleurs pendant la période de suspension ou de réduction du travail et qui est payée par une indemnité et une indemnisation qui est payée par l'Institut de sécurité sociale italien. Et une indemnisation qui est étendue à tous les travailleurs salariés. Sans limitation liée à la dimension de l'entreprise. Et donc, c'est une innovation radicale parce que le système de la caisse de compensation salariale en Italie ne touchait pas les employeurs jusqu'à 5 occupés et ne touchait pas certains secteurs. Donc, il y a une extension à 360 degrés de cette caisse de compensation salariale. Les seuls travailleurs qui ne sont pas concernés et qui ne reçoivent aucune indemnité en cas de suspension de leur activité sont les travailleurs domestiques. Je vais focaliser pendant quelques minutes sur cette innovation et sur cette extension à 364 degrés de la caisse de compensation salariale. Nous avons dans les décrets numéro 18-2020, Cura Italia, nous avons en particulier 3 articles qui sont intéressés, c'est l'article 19, l'article 20 et l'article 22. Les articles 19 et 20 régissent les hypothèses des suspensions et des réductions des activités pour les événements liés au Covid-19. Et les employeurs introduisent une demande d'accès à la caisse de compensation salariale ordinaire et à la caisse de compensation salariale extraordinaire au motif Covid-19 pour une période maximale de 9 semaines. L'accord syndical est obligatoire, comme toujours, quand on parle des caisses de compensation salariale, sauf pour les employeurs qui emploient jusqu'à 5 salariés. Donc, les employeurs qui emploient jusqu'à 5 salariés, ils sont couverts par cette caisse de compensation salariale, mais ils n'ont pas besoin d'un accord syndical. La procédure est très simplifiée. L'information, la consultation, l'examen conjoint avec les représentants syndicaux au niveau de l'entreprise peuvent se dérouler même par voie télématique dans les 3 jours suivants, celui de la communication préalable de la part de l'employeur. Donc l'article 19, l'article 20 regarde la caisse de compensation salariale
ordinaire et extraordinaire. L'article 22, par contre, étend aux employeurs du secteur privé la caisse de compensation salariale, soit dit par dérogation. La caisse regarde les employeurs qui ne sont pas couverts par la caisse ordinaire ou par la caisse extraordinaire. Selon l'article 22, les régions, donc au niveau régional, sous réserve d'un accord syndical préalable, peuvent reconnaître les traitements d'intégration salariale dérogatoires, donc en dérogation, pour un maximum de 9 semaines. L'accord syndical n'est pas requis par les employeurs qui emploient jusqu'à 5 salariés. La motivation est motivation d'urgence, c'est-à-dire Covid-19, et c'est une motivation externe à l'employeur. Par conséquent, la caisse des compensations salariales en dérogation est accordée à tous. Qui va payer? C'est l'Institut national de sécurité sociale qui va payer, et les entreprises n'avancent pas l'argent. On signale malheureusement déjà des cas d'entreprises qui, pour accéder aux amortisseurs sociaux dont on a parlé jusqu'à ce moment-là, ont conclu des accords avec des syndicats presque inconnus et peu représentatifs. Profitant de ces procédures extraordinaires et simplifiées pour la concession de la caisse de compensation salariale Covid-19, prévue par le décret-loi numéro 18/2020, ces organisations minoritaires signent des accords faisant explicitement référence à des conventions collectives pirates qui ne sont pas signées par les confédérations syndicales plus représentatives. Encore, après avoir focalisé l'attention sur la grande innovation de l'extension de la caisse de compensation salariale à 360 degrés, on va voir en conclusion les dernières prévisions de décret Cura Italia pour ce qui concerne toujours les marchés du travail. On prévoit une indemnité mensuelle de 600 € à faveur des travailleurs autonomes, donc les travailleurs indépendants, des travailleurs saisonniers dans le secteur du tourisme, et des travailleurs agricoles et des travailleurs du spectacle. Malheureusement, les travailleurs de livraison de nourriture à domicile, donc les riders, pour la plupart des travailleurs indépendants, ont été complètement oubliés. Encore, on prévoit 12 jours supplémentaires de congés payés en faveur des travailleurs ayant à charge une personne handicapée. C'est 12 jours qui vont s'ajouter aux 3 jours déjà prévus, valables dans les mois de mars et d'avril 2020. Encore, il y a un congé parental additionnel de 15 jours pour l'éducation des enfants âgés de moins de 12 ans, pendant lesquels le travailleur recevra une indemnité équivalente à 50% de son salaire, au lieu de 30% qui est prévu de manière ordinaire. Alternativement, le travailleur peut demander un chèque de 600 € pour payer une babysitter. Les 600 devient 1000 € pour les personnels sanitaires et des forces de l'ordre.
Encore, il y a un congé parental non indemnisé pour les parents des mineurs de 12 à 6 ans. Il y a un prime de 100 € dans la paye du mois de mars pour tous les salariés qui continuent à se rendre à leur poste de travail, donc à travailler en présence. Les droits au télétravail pour les travailleurs handicapés ou les travailleurs qui assistent une personne handicapée dans leur famille. Les décrets du président du Conseil des ministres du 1er mars avaient déjà autorisé la mise en œuvre du travail agile, y compris en absence de l'accord individuel avec les salariés qui est prévu par la loi 2017. Il y a encore la prohibition pour 60 jours à partir de l'entrée en vigueur du décret, donc du 17 mars au 16 mai, des licenciements pour raisons économiques et des licenciements collectifs. En ce qui concerne les procédures en cours des licenciements collectifs, engagées après le 23 février 2020, on prévoit en revanche la suspension toujours des 60 jours sous-mentionnés. Il y a encore une suspension ex lege des processus, donc des processus face aux tribunaux, sauf quelques exceptions expressément prévues par les décrets, en particulier les procédures ayant pour objectif la protection des droits fondamentaux de la personne. Et enfin, il y a un droit au congé pour maladie pour les personnes obligées à la quarantaine à cause de la possible infection du virus. Donc, j'ai essayé de vous donner un cadre à grande ligne du droit social qui est bouleversé complètement par la pandémie j'espère que cette situation nous aura donné aussi quelques chances. On a déjà vu des changements de l'organisation du travail. Par exemple, en Italie, il y avait une certaine méfiance par rapport au travail, au télétravail, au travail à la maison, au travail agile. Et maintenant, on voit que les entreprises l'utilisent, ça peut fonctionner finalement. Et en plus, peut-être qu'on pourra aussi avoir l'idée d'une société différente de celle qui vient de vivre dans un système globalisé, mondialisé. L'épidémie Covid-19 a marché très fort je pense, en exploitant une énorme contradiction du système capitaliste et néolibéral actuel, la contradiction entre l'idée d'une production, d'un progrès économique à limité et les caractères limités des ressources naturelles. Encore une fois, je vous remercie beaucoup pour l'invitation et
Je salue à tous et à toutes de Rome dans une très belle journée de soleil. Ciao.